C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum, bienvenue dans votre édition d'information sur Radio Nour. Un conseil d'administration d'urgence s'est tenu ce mardi à Libreville pour nommer un nouveau directeur général de la société d'exploitation de trans gabonais, CETRAG, entreprise para-étatique. On parlera de la cybercriminalité présentée au chef d'entreprise de droit gabonais. Nous irons à Port-Gentil pour parler de l'installation des lampadaires solaires dans la capitale économique 5. C'est le chiffre de la rédaction. Ensuite, Adiza Adamou Tunjoli, suivi d'Ida Ibinga, vous présenteront successivement les pages musulmanes et internationales. Radio Nour, il est 16h. Un conseil d'administration d'urgence s'est tenu ce mardi à Libreville pour nommer un nouveau directeur général de la société d'exploitation du Trans-Gabonais, la CETRAG, entreprise para-étatique. L'un des principaux sujets à l'ordre du jour est la nomination du nouveau directeur général de la société qui succédera au Belge Patrick Klies, qui a démissionné en juin dernier suite à une succession d'accidents sur le chemin de fer. Je vous emmène à Port-Gentil, où l'honorable Pascal Wagny-Ambouret vient d'offrir un important lot de matériel d'éclairage public aux habitants des quartiers de Massoukou et Canal plus Évasion par le canal de l'association Tendance à venir, en offrant 150 lampadaires solaires muraux pour les populations de ces quartiers. L'initiative louable va permettre de réduire considérablement le taux de vices nocturnes dans ces arrondissements de Port-Gentil. Avec le per diem trimestriel que nous reverse l'Assemblée nationale pour nous déployer sur le terrain, j'ai pensé, après consultation de la cellule de recherche de Tendance à venir, à acheter des lampadaires solaires muraux afin de couvrir certaines zones qui sont malheureusement touchées par l'insécurité, a indiqué l'honorable Pascal Wagny-Ambouret. On revient à Libreville. Depuis la semaine dernière, la capitale du Gabon vit au rythme de la campagne de sensibilisation et d'information sur les dangers qui guettent les systèmes informatiques des entreprises. Une campagne dirigée par les professionnels de l'informatique et de la sécurité numérique travaillant pour Kaspersky. La cybercriminalité ou piratage informatique est généralement définie comme une infraction criminelle ayant pour cible les systèmes informatiques. La lutte contre ce phénomène grandissant est l'un des défis actuels des entreprises et les dirigeants gabonais ne comptent pas rester en marge car une cyberattaque peut survenir à tout moment. Des experts sont au Gabon pour conscientiser les chefs d'entreprise. 5, c'est le chiffre de la rédaction. Les universités gabonaises et spécialistes des sciences sociales se préparent au concours d'agrégation du CAMES qui se tiendra en novembre prochain à Ouagadougou. C'est au Burkina Faso. L'événement a pour cadre les locaux de l'Institut national des sciences de gestion. Le Gabon présentera 5 candidats à ce concours panafricain organisé à Ouagadougou. À présent avec Adiza Adamou et Sono, je vous présente la page musulmane. Walaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle au Mali de la population qui bloque la route de Bamako-Sikasso. On parle aussi de la France qui plaide en faveur du retrait du Soudan de la liste noire américaine. Et enfin, on évoque en Angleterre, précisément dans la ville de Leicester, qui dévoile une plaque en l'honneur d'un éminent imam local. On ouvre la page musulmane du jour au Mali où la population a bloqué la route Bamako-Sikasso. La population de Bougouni a décidé de partir de ce lundi 16 septembre d'emboîter le pas aux jeunes de Kayes, Kati, Tombouchou, Gao et Menaka. Ils sont montés aux barricades sur toutes les entrées et sorties de la ville pour empêcher la circulation jusqu'à la satisfaction de certaines revendications. Bougouni est paralysé
reliés par la voie terrestre depuis 2 heures. Des camions et autres véhicules de transport sont stationnés à perte de vue le long de la route, faute de trouver une issue pour rejoindre leur destination. On évoque une fois de plus et toujours au cœur de l'actualité musulmane la présidentielle tunisienne. En effet, Maël, on assiste à un duel entre Kais Saïd, 61 ans, entré en toute discrétion sur la scène politique, et Nabil Karoui, l'homme d'affaires tunisien emprisonné récemment pour fraude fiscale. Plus de détails à travers ce reportage de notre confrère de France 24. C'est un face-à-face inattendu. Les deux candidats arrivés en tête des élections présidentielles tunisiennes font figure de candidats anti-système. Kais Saïed arriverait en tête des suffrages avec près de 19% des voix. Pour ce juriste discret, pas de doute, sa volonté de changer la Constitution explique son succès. Ils n'ont pas trouvé leur compte avec cette Constitution, avec cette pensée dépassée par les événements, dépassée par l'histoire. Ce n'est pas moi comme chef de l'État ou comme chef du gouvernement qui va proposer le programme. Les programmes doivent émaner des intéressés. Juste derrière, avec un peu plus de 15% des suffrages, Nabil Karoui a lui une image plus sulfureuse. Et pour cause, il est actuellement en prison pour des accusations de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. Ce résultat illustre aussi le rejet par les Tunisiens des candidats traditionnels, des Tunisiens déçus par les promesses de la classe politique et leur absence de résultats. C'était beaucoup mieux avant 2011 et c'est une erreur qu'on a faite. Et maintenant on paye. Un sentiment illustré par la participation, cette dernière a chuté à 45%, c'est presque 20 points de moins qu'en 2014. Le futur président devra tenter d'endiguer la crise économique, principale préoccupation des Tunisiens. Le coût de la vie a augmenté de 30% depuis 2007. Rappelons aussi les résultats encore partiels du premier tour de l'élection présidentielle montrent que les Tunisiens ont voté pour des candidats qui ne sont pas soutenus par des grands partis. On poursuit l'actualité musulmane avec la France qui plaide en faveur du retrait du Soudan de la liste noire américaine. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a déclaré que la France ferait pression en faveur du retrait du Soudan de la liste noire américaine des États soutenant le terrorisme. À l'occasion d'une visite à Khartoum ce lundi, lors de cette visite, la première du genre de la part d'un haut diplomate français en plus, Jean-Yves Le Drian a également plaidé pour la réintégration du Soudan à la communauté internationale. Le déplacement de Jean-Yves Le Drian intervient alors que le Soudan est entré dans une période de transition après des décennies d'autoritarisme sous Omar el-Béchir, destitué par l'armée le 11 avril sous la pression populaire. Nous allons user de notre influence pour que le Soudan soit retiré de cette liste américaine, a indiqué le ministre français lors d'une conférence de presse avec son homologue Asma Mohamed Abdallah, la première femme à tenir le poste du ministre des Affaires étrangères au Soudan. Et enfin, on clôture l'actualité du monde musulman en Angleterre, dans la ville de Leicester, qui dévoile une plaque en l'honneur d'un éminent imam local. Fondée par les Romains, Leicester est l'une des plus anciennes villes d'Angleterre, mais aussi la plus bigarrée et multi-ethnique qui soit, et désormais la seule et unique à rendre un magnifique hommage public à l'une des grandes figures de la communauté musulmane locale. C'est au cœur de cet îlot de tolérance où la coexistence harmonieuse, loin d'être une douce utopie, se traduit que l'idée d'honorer de son vivant le très estimé imam Cheikh Moulana Adam Saïb en reconnaissance de son extraordinaire dévouement envers les siens et la collectivité a fait l'objet d'un large consensus. Voilà Maëlle, les informations du monde musulman de ce jour. Nagode, c'est pour dire merci à Diza Adamou. À présent, invitons Ida Ibinga nous rouvrir la page internationale. Assalamu alaikum Ida. Wa alaikum salam Maël. Voici le sommaire de notre actualité internationale. D'abord, l'Afrique du Sud présente ses excuses au Nigeria. Ensuite, la procureure de la Cour pénale internationale fait appel à l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Enfin, la Cour suprême examine la suspension du Parlement britannique face au Brexit. Le développement des titres, c'est tout de suite.
On démarre notre actualité internationale en Afrique. L'Afrique du Sud s'est excusée auprès du Nigeria pour une série d'attaques visant des Nigériens et d'autres étrangers. Un envoyé spécial d'Afrique du Sud a présenté les excuses du président Cyril Ramaphosa à son homologue nigérien Mamadou Buhari, dans la capitale du Nigeria, Abuja. L'envoyé spécial Jeff Radebe a déclaré au président Buhari que le gouvernement sud-africain condamnait les violences xénophobes et prenait des mesures décisives pour les prévenir. L'incident ne représente pas ce que nous défendons, a-t-il dit. Ajoutons que les responsables de ces violences seront traduits en justice. On peut retenir qu'il a déclaré que 10 personnes étaient mortes au cours de ces attaques, dont 2 Zimbabwéens et 8 Sud-Africains. L'actualité se poursuit à la Cour pénale internationale. La procureure de la Cour pénale internationale fait appel contre l'acquittement des crimes contre l'humanité prononcés en janvier dernier à l'encontre de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Godé. Un acte d'appel veut dire que du point de vue de la procureure, la décision de la Chambre de première instance a été entachée d'erreurs qui nécessiteraient l'intervention de la Chambre d'appel pour les rectifier. Par la suite, ce sera au juge de la Chambre d'appel d'indiquer si cette décision était ou non vraiment entachée d'erreur, explique Fadi El Abdallah, porte-parole de la Cour pénale internationale. On retient qu'une décision qui pourrait signifier le retour éventuel en détention de Laurent Gbagbo et Charles Blé Godé, mais qui, selon Fadi El Abdallah, ne les empêche nullement de rentrer éventuellement en Côte d'Ivoire. On referme notre actualité internationale au Royaume-Uni. C'est ce mardi que la Cour suprême du Royaume-Uni examine le bien fondé de la suspension controversée du Parlement, voulue par le Premier ministre Boris Johnson. Cette suspension a été vivement critiquée par ses opposants comme une manœuvre visant à imposer un Brexit sans accord. Rappelons tout de même qu'à 44 jours du divorce prévu avec l'Union européenne, le scénario d'un Brexit sans accord reste ouvertement envisagé par Boris Johnson. Mais une majorité de députés s'oppose à une sortie sans accord de l'Union européenne et veut annuler la suspension du Parlement jusqu'au 14 octobre prochain. Merci Maël, merci fidèle auditeur, c'est tout pour cette page internationale. Merci Dibo Tiaïda Ibinga pour toutes ces informations. Akiba Apatural Minsa pour avoir assuré la mise en onde de cette édition d'information et à la présentation Maël Manomba de Mouabi. L'actualité sur Radio Nour, c'est à 20h, 23h et à 8h. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur nos sites en ligne, Facebook et YouTube. Bon confort d'écoute sur la radio au service du développement, la passion du savoir. La Radio Nour, assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.